Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, l'AFC Corner ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr, lucarne-opposé.fr, c'est bien nommé. Aussi, chers amis, sachez que le 11e numéro de Lucarne Opposé est disponible sur notre site, avec à son sommaire un 11 maudit à en briser les cœurs les plus froids, ainsi qu'un dossier rétro sur l'année 1987, et on vous rappelle aussi d'ailleurs que les 10 premiers sont également disponibles sur notre site. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et de nous rejoindre sur Discord, et bien sûr de partager notre contenu en masse. Vous savez, les petites clochettes, on s'abonne, les pouces bleus, etc. C'est évidemment très bon pour nous, pour notre référencement, et puis surtout, ça fait plaisir, on vous le cache pas. Aujourd'hui, Bola Latina souhaite remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, enfin tout ce que vous voudrez, en expliquant une bonne fois pour toutes pourquoi l'Uruguay arbore 4 étoiles au-dessus de son écusson. Pour cela, j'accueille quelqu'un qui en a gros sur la patate à propos de ce sujet. Jérôme Le Signe, comment ça va mon GG ? Eh bien écoute, très bien, le maté est prêt, donc bon après-midi qui s'annonce, bonjour à tous. Et en effet, comme c'est un sujet un petit peu polémique parfois, on va parler de ces fameuses étoiles, de ces 4 étoiles et surtout des deux de 1924 et 1928. Bon, et bien voilà, tu les as dit, celle de 24-28, la Céleste n'a remporté que 2 Coupes du Monde, ce ne sont pas celles de 24-28 parce que la Coupe du Monde n'existait pas tout simplement, mais voilà, elle présente 4 étoiles sur sa prestigieuse tunique, la Céleste de l'Uruguay. Mais que représentent-elles donc ces 2 étoiles ? Que représentent-elles donc à propos de 1924 et 1928 ? Eh bien, elles représentent les Jeux Olympiques co-organisés. Donc les Jeux Olympiques organisent en 1924 et en 1928 2 tournois de football, comme dans les années précédentes d'ailleurs. Et pour la première fois en 1924 et en 1928, ils les organisent avec la FIFA, avec la Fédération française de football de l'époque. Et donc ces 2 tournois qui ont valeur pour le coup, qui sont reconnus par la FIFA comme des championnats du monde de football, puisque c'était bien organisé, co-organisé par la FIFA. C'est assez rigolo d'ailleurs qu'on dise que les suivantes sont des coupes du monde et à l'époque c'était plutôt donc des Jeux Olympiques / championnats du monde. Parce que pour le coup c'est les 2 seules coupes du monde qui ont été organisées vraiment sous format de coupe, avec des matchs à élimination directe. Donc c'est vraiment pour le coup des coupes du monde, si on veut le reconnaître comme la FIFA l'indique, alors que les coupes du monde à partir de 1930 sont parfois souvent plus des championnats. Mais voilà, ça c'est les aléas de la langue. Des championnats coupes avec un passage, en fait tu veux dire que c'est des vraies coupes comme en Coupe de France avec seulement des matchs à élimination directe et non une partie avec des groupes, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on reconnaît, linguistiquement, si on dit que le format coupe, en format coupe comme on dit d'ailleurs, ça c'est utilisé dans le langage populaire, en format coupe, c'est vraiment logiquement des matchs à élimination directe. Là, c'était vraiment le cas à l'époque, puisque c'était des matchs à élimination directe avec pas de tir au but à l'époque, puisque c'était le match était rejoué le lendemain ou le surlendemain. Mais pour le coup, c'était vraiment des matchs en format, donc des compétitions en format coupe. Et le championnat était donc bien reconnu par la FIFA. C'est pour ça que l'Uruguay arbore encore aujourd'hui ces 4 étoiles, avec les 2 Coupes du Monde donc de 1930 et 1950. 1950 pour le coup c'est vraiment un championnat en plus, parce que c'est 2 petits championnats. Mais voilà, donc avec ces 2 Jeux Olympiques de 1924 et 1928 qui sont donc co-reconnus à l'époque par le CIO et par la FIFA, même si après à partir des années 50 et 60, la FIFA va petit à petit essayer de les faire passer sous le tapis de l'histoire, entre guillemets, en cessant de les reconnaître comme des championnats du monde en tant que tels, comme des coupes du monde, comme tu le disais au départ, mais bien plus comme des tournois olympiques, donc quelque chose pour lequel ils n'étaient pas responsables, alors que c'était bien eux, sous l'égide de la Fédération française de football, qui avaient organisé, et très bien organisé, puisqu'à l'époque ça avait été un franc succès, notamment pour 1924, parce que je parle pour ceux de la Fédération française, c'est évidemment ceux de 1924. À l'époque, c'est bien la France qui avait organisé les premiers championnats du monde de football sous les auspices de la FIFA. Et voilà, d'où le fait que l'Uruguay porte ces 2 étoiles.
même si c'est 4 étoiles au total et c'est 2 étoiles pour 1924 et 1928, même si elles ont parfois pu faire un petit peu polémique dans le futur. Justement, oui, polémique, parce que on l'imagine, l'Uruguay est raillé peut-être par ses voisins ou par le concert des nations du football pour s'adjuger ces deux étoiles supplémentaires qui ne sont pas... Alors oui, tu l'as expliqué, voilà, dans les fêtes, comme à l'époque c'était organisé aussi par la FIFA, ça devrait être reconnu. Aujourd'hui, de manière un peu plus populaire, on a du mal à les reconnaître comme Coupe du Monde. Du coup, est-ce qu'il y a des railleries ? Comment essayer de faire que ce soit légitime aux yeux du monde ? Alors déjà, on a du mal aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment considéré comme des championnats du monde. Ça a été considéré comme tel par la presse, française ou internationale, comme on l'a bien montré dans un précédent magazine de Lucarne Opposée, pour le coup, dans l'Auto, qui était l'équivalent de l'équipe à l'époque. À chaque jour, pendant un mois, il parle des fameux championnats du monde de football. Et que les Uruguayens, à la fin, la une, le lendemain de la finale contre la Suisse, c'est l'Uruguay est championne du monde de football. À la surprise générale, parce qu'on n'attendait pas forcément ces Sud-Américains à l'époque aussi forts, mais c'est bien eux qui sont champions du monde. Ils étaient reconnus donc par la presse, ils étaient reconnus par la FIFA, ils étaient vraiment reconnus par tout le monde, peut-être à part les Anglais, et qui à l'époque s'opposent frontalement à la FIFA, qui n'ont pas rejoint d'ailleurs avant bien plus tard. Et c'est à cause d'eux que petit à petit l'histoire va changer. Mais sinon, à l'époque, c'est vraiment reconnu pour le coup comme des titres de champion du monde en tant que tel. D'accord, mais alors aujourd'hui, ces 2 étoiles supplémentaires pour les Uruguayens d'aujourd'hui, parce que les Uruguayens d'aujourd'hui sont comme n'importe quel fan de foot assez orientés sur la culture présente du football, donc les Coupes du Monde. Comment ils les jugent, ces 2 étoiles ? Oui, il n'y a pas de débat pour le coup, parce qu'on sait vraiment il y a un petit peu plus d'histoire connue évidemment de ces années-là, parce que c'était vraiment à l'époque les champions olympiques, ce qui fait que c'était vraiment des héros pendant très longtemps. C'est-à-dire que les personnes qui ont gagné à cette époque-là, qui sont pour certains, pour beaucoup, les mêmes qui ont gagné d'ailleurs en 1928, en 1930, puisqu'il y a un cycle sur 6 ans de 3 étoiles, pour le coup. Donc ils sont vraiment reconnus comme tels en Uruguay, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est plus à l'étranger où parfois on peut se moquer, mais ça reste un motif de fierté en Uruguay, parce qu'on le voit, j'ai souvenir d'un Uruguay-Chili dans l'éliminatoire, où Tata González montre bien les 4, fait le signe de la main des 4 étoiles aux Chiliens pour bien montrer qu'il y en a 4. Donc voilà, c'est plus, en Uruguay, c'est beaucoup plus pour le coup un motif de fierté. C'est plus à la limite à l'international où petit à petit c'est remis en cause. Bah oui, on imagine que, comme je l'expliquais, il y a certaines railleries ou voilà de la part des voisins. En tout cas, juste pour faire le point, quand on parle de ces Jeux Olympiques, on parle donc des Jeux Olympiques de 1924 qui eurent lieu à Paris et des Jeux Olympiques de 1928 qui eurent lieu à Amsterdam. Dans les premiers Jeux Olympiques, donc ceux de Paris, l'Uruguay fait un parcours assez costaud, avec la Yougoslavie au premier tour, 7-0 quand même comme victoire, c'est quand même pas piqué des hannetons, 3-0 contre les États-Unis, 1-5 contre la France de Paul Nicolas d'ailleurs, pas de Jean-Nicolas. Jean-Nicolas qui est un grand joueur de l'équipe de France vintage, on dira. Une demi-finale contre les Pays-Bas, gagnée 2-1. Et une finale, donc, tu l'as dit, contre la Suisse, gagnée 3-0. Pour ce qui est de la seconde Olympiade, l'Uruguay va... d'entrée de jeu gagné au premier tour contre l'hôte. Il aura éliminé la France en 1924, il éliminera les Pays-Bas en 1928, 0-2. Il se défera ensuite de l'Allemagne, 4-1. De l'Italie, rien que ça, l'Italie qui sera dans quelques années plus tard championne du monde, presque une décennie plus tard tout de même, 3-2, et une finale donc que l'Uruguay déjà remportera face à l'Argentine en 2 matchs. Parce que le premier match donnera un match nul, 1-1, et le second, voilà, donc à l'époque on rejouait, il n'y avait pas de pénalty, le second sera gagné 2-1 contre l'Argentine, donc c'est presque une répétition de la finale de la Coupe du Monde telle qu'on la connaît en 1930, c'est une répétition d'ailleurs. À propos de cette Coupe du Monde 1930, il y a déjà des joueurs de ce futur succès de 1930 dans ces 2 Olympiades ? Ah oui, beaucoup, c'est le même capitaine, déjà, Nassasi. Il y a beaucoup de joueurs qui vont répéter Manco Castro, Héctor Castro pour le prendre par son prénom. Il y a beaucoup de joueurs qui vont répéter les 3, Andrade. Il faut savoir s'il y a une vraie continuité dans le groupe entre les 3. Il y a quelques joueurs qui ne le feront pas pour des raisons d'ailleurs étranges, comme on l'avait expliqué pour Mazzali dans un article sur le Lucarne Opposée sur le site que vous pouvez toujours aller retrouver. Où lui, par contre, qui était le gardien des 2 premiers titres olympiques,
et qui en 1930 est exclu parce qu'il s'est juste avant la Coupe du Monde, alors qu'il était à l'hôtel avec l'équipe, s'est échappé pour retrouver sa future bien-aimée et l'entraîneur ne l'a pas supporté. Donc c'est Ballesteros qui rentrera dans les cages à sa place et Mazzali sera exclu de la sélection. Donc ça reste souvent le même groupe. Donc voilà, il y a un vrai groupe de joueurs à l'époque qui est plutôt bon et qui arrive à émerveiller pour le coup quand ils sont en France et aux Pays-Bas. Les Européens qui les voient jouer sont pour le coup très émerveillés de voir un tel niveau de technique pour l'époque. Parce que l'Uruguay aujourd'hui, qui est connu pour ce qu'on appelle la garra, c'est-à-dire l'esprit combatif qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui est une litote à chaque fois qu'on parle de l'Uruguay en Coupe du Monde, on parle de cette équipe combative. À l'époque, c'est une équipe de danseurs, c'est une équipe de joueurs formidables, quoi. C'est une équipe de joueurs d'une technicité et d'une élégance rare. C'est vraiment pour ça qu'ils sont reconnus à l'époque dans les années 20. Que ce soit en France ou aux Pays-Bas. Au-delà des 2 étoiles pour les Uruguayens, parce que après tout, voilà, ce sont des trophées qui datent d'il y a maintenant presque un siècle. Pour les Uruguayens, encore une fois, d'aujourd'hui, les petits Uruguayens, les adolescents, même les vieux qui n'ont pas forcément connu cette période-là, quel héritage Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, pour être tout à fait honnête avec toi, le dernier joueur des Jeux Olympiques de Paris 1924 est mort en 1981 de mémoire. Donc en effet, peu de personnes ont connu cette période-là, puisque le dernier témoin est mort il y a une quarantaine d'années, presque déjà. Mais ça reste un des éléments fondamentaux de la culture uruguayenne du pays. C'est un élément constitutif, c'est-à-dire que l'Uruguay est un pays assez récent qui est fondé dans les années 20, mais dans les années 1820, entre l'Argentine et le Brésil, et qui peine à s'imposer au départ entre les géants et aussi l'influence des Européens derrière. Donc les succès de l'Uruguay dans les années 20 sont vraiment constitutifs de la création de la nation en tant que telle. Et c'est vraiment des éléments, voilà, Nassazi qui était le capitaine de l'époque et encore aujourd'hui l'un des héros nationaux qui peut avoir des statues à son effigie, des places évidemment à son nom. Et voilà, c'est pas complètement un hasard que d'ailleurs son surnom soit le maréchal. Ça l'était déjà à l'époque, donc ça n'a pas été inventé après. C'est vraiment quelque chose de très important pour la nation uruguayenne. On sait qu'en Uruguay, là vraiment je parlais du monde du football, notamment de la Céleste, que Tabarez, Lugano, surtout Tabarez depuis qu'il est revenu, a réintroduit une vraie culture de l'histoire de la sélection, un vrai respect de l'histoire de la sélection et de ses anciens. Aujourd'hui, si je demande à un jeune prodige uruguayen, là évidemment j'ai un trou pour en citer un, Nandez par exemple, si je demande à Nandez, un joueur de ces sélections-là, est-ce qu'il est capable de m'en citer un, tu penses ? Si, logiquement, oui. L'objectif de Tavares, c'est que oui, il a remis les posters des équipes vainqueurs de l'Uruguay par exemple, en Clairefontaine locale, c'est-à-dire au centre de la Céleste et en Uruguay. Tavares, l'une des premières choses qu'il a fait en arrivant, c'est de remettre les posters réimprimés des vainqueurs des précédentes sélections. Donc son objectif intrinsèquement, c'est que oui, ces joueurs-là connaissent leur histoire, savent de quoi ils sont faits, et donc c'est très important pour lui. Après, dans les faits, est-ce que chaque joueur va le savoir ? Je peux t'affirmer si tu m'avais demandé Godin, par exemple, j'aurais pu te répondre oui, clairement oui. Oui, mais Diego Godin, forcément. C'est un exemple. Oui, mais après, on est forcément plus Godin à 36 ans qu'on ne l'est à 24. Alors, ce que je dis est un peu, je sais pas si c'est très clair dans l'explication. Mais voilà, peut-être que Nandez apprend encore des choses, et n'importe quel jeune apprend au fil de l'eau, mais c'est surtout, voilà, notamment par exemple sur le capitana, c'est quelque chose de très important. Je pense que pour Tavares, que le capitaine sache toute cette histoire, c'est clairement le cas de Godin aujourd'hui, ça le sera à l'avenir pour ceux qui vont s'imposer, pour les Jiménez qui sont déjà là, et pour tout autre joueur qui pourra éventuellement être capitaine un jour de la sélection. Bentancourt, Torreira, voilà, ça y est, ils me reviennent un petit peu les noms. J'ai eu un trou, j'avais plus de noms de jeunes uruguayens, c'est terrible. Alors que c'était une des plus talentueuses, ma foi, pour le futur, des Arrascaeta, qui commence à avoir un peu d'âge passé, mais bon, on sait ce qu'il a dans le ventre. Enfin, oui, bref. Plus si jeune que ça, en effet. Oui, plus si jeune que ça, mais bon. Il a fait le bonheur de Marcelin, alors à Lucarno Posé, tu sais, si quelqu'un a fait le bonheur de Marcelin, il est rentré dans le cœur de tout le monde. Il est plus vraiment uruguayen, alors. Ah bon, il est plus vraiment uruguayen d'Arrascaeta ? Non, ça fait même presque toujours plaisir de voir d'ailleurs un Uruguayen réussir dans le championnat brésilien, parce que c'est extrêmement rare pour le coup.
Il y en a très très peu, il y en a quelques-uns dans l'histoire, évidemment, Pedro Rocha notamment, mais c'est assez rare. Et donc ça fait, et les Uruguayens sont toujours plus contents de voir un Uruguayen réussir aussi au Brésil et en Argentine que de le voir en deuxième division belge en Europe. C'est certain. Bon, dernière question, pour en revenir un petit peu à nos moutons olympiques, nos moutons olympiques. Aujourd'hui, voilà, tu l'as dit, on a expliqué pourquoi ces deux étoiles olympiques qui datent d'un siècle maintenant, ont une importance dans la culture footballistique uruguayenne, et même, tu l'as dit, dans la culture uruguayenne globale, nationale, dans l'épopée patriotique uruguayenne, dans le roman national uruguayen. Est-ce qu'aujourd'hui, quand l'Uruguay aborde des Jeux Olympiques, s'il se qualifie, est-ce qu'il les aborde de la même manière, du coup, ou presque qu'une Coupe du Monde? Est-ce que le respect pour cette compétition garde un petit peu de splendeur au vu de ce qu'ils font en mettant les 2 étoiles sur leur maillot? Alors, sur le fait de mettre les 2 étoiles, c'est pas une question de choix. Hein. Il faut pas oublier, il y a dans tes questions depuis le départ, et c'est vraiment pas une critique, il y a le fait de dire que ça date il y a très longtemps, donc on sait pas trop, mais c'est vraiment des titres de champion du monde à l'époque. Il y a aucune raison de ne pas les mettre. C'est-à-dire que il y a vraiment aucune raison de ne pas les mettre. Ils sont reconnus comme tels par la FIFA. Parce que la FIFA est bien obligée, parce que factuellement ils le sont. Donc c'est vraiment pas, il y a pas de débat sur le fait de les mettre ou pas les mettre. Et non seulement il n'y a pas de débat pour l'Uruguay, mais il devrait pas y en avoir tout court. C'est ça le fond le fond de la question, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Après, sur l'impact sur l'Uruguay en tant que tel, encore aujourd'hui, c'est toujours un drame international en Uruguay quand l'Uruguay n'est pas qualifié à une Coupe du Monde. Et il faut pas oublier qu'on sort de 4 Coupes du Monde plutôt pas mal côté uruguayen, mais qu'avant il y a aussi eu quelques Coupes du Monde, notamment dans les années 90, 2 d'affilée en 94 et 98, où l'Uruguay n'est pas qualifié. Donc c'est le vrai traumatisme, c'est quand l'Uruguay n'y est pas, parce que pour les Uruguayens, la place du pays, c'est d'être en Coupe du Monde, notamment par son histoire. Après, est-ce que Tabarès a remis ça en place par rapport justement aux années 90 et 2000, c'est-à-dire de connaître son histoire et de l'importance de dire qu'on est là pour une raison, parce que ça fait partie de nous, et qu'on a été champion fut un temps, que des hommes uruguayens sont battus pour être champions fut un temps, et qu'il y a aussi une partie de la sélection qui veut les honorer, quoi. Ça fait un petit peu partie du sujet aujourd'hui, donc mais c'est pas plus mal, hein, parce qu'il faut connaître son histoire et l'honorer un petit peu. Il y a un peu de ça. Ouais. D'accord, mais j'ai bien compris, hein, et tu l'as très bien légitimé, le fait que ces 2 étoiles soient sur le maillot, que ce soit, voilà. La question, en effet, n'était plus là pour moi. La question était plutôt de savoir comment aujourd'hui les Uruguayens voient les championnats olympiques de football, les championnats olympiques de football d'aujourd'hui. Alors, les championnats olympiques ou les championnats du monde? Mais je croyais que c'était pareil. Alors non, après, à partir de 1928, il y a une scission, c'est plus pareil. C'est ça le fond de la question aussi. C'est qu'à partir de 1928, la FIFA n'organise plus les Coupes du Monde. D'ailleurs, la CIE, le Comité international olympique, n'organise pas de tournoi de football aux Jeux olympiques de 1932, par exemple, parce que la FIFA les a entre guillemets quittés, et qu'ils veulent pas organiser sans la FIFA. Il y a une sorte de scission parce que la FIFA se rend compte qu'elle peut gagner beaucoup d'argent avec ces Coupes du Monde, hein, notamment c'est une opportunité pour Jules Rimet de gagner un petit peu d'argent. Ils ont l'occasion de mettre la FIFA en avant et donc ils organisent après le premier championnat du monde en 1930, qui est pour le coup donc le premier championnat uniquement organisé par la FIFA. Mais c'est pas du tout la même chose qu'est-ce qui s'est connu après ensuite aux Jeux Olympiques. Où en 1902, aujourd'hui par exemple, la FIFA n'a rien à voir entre guillemets dans l'organisation. Elle peine d'ailleurs à autoriser les joueurs à y aller, quoi. D'ailleurs, ils sont pas obligés d'y aller presque, les joueurs. C'est vraiment 2 choses qui sont différentes aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les championnats du monde de 1924 et 1928 pour le coup. Et du coup, comment les Uruguayens d'aujourd'hui voient les Jeux Olympiques de 2002, j'allais dire de 2020, mais non, de 2021 maintenant, ceux de 2016 à Rio. Est-ce que lorsque la sélection uruguayenne part à des Olympiades, est-ce que ça reste quelque chose de très important dans la culture uruguayenne, ou est-ce qu'aujourd'hui les championnats olympiques de football sont complètement dépassés dans les cœurs uruguayens par la Coupe du Monde? Oui, après ça reste important. Par exemple, les dernières fois ils ont été qualifiés, c'était à Londres, hein. Donc ça remonte déjà en quelques années, 2012, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pour Londres. C'est Tabarès qui y était allé et la sélection n'avait pas passé le premier tour. Aujourd'hui, ça reste, c'est plutôt un tournoi de jeunes, hein, pour le coup, les Jeux Olympiques.
ça n'a pas du tout le même niveau, la même représentativité que ça pouvait être à l'époque où c'était les meilleurs joueurs de chaque pays et de plusieurs pays avec des pays de chaque continent, puisqu'il y avait déjà à l'époque l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud qui étaient représentés. Aujourd'hui, c'est pour le coup plus un tournoi de jeunes, donc pour le coup c'est moins emballant, même si l'objectif, ça reste une des seules possibilités de médaille pour le coup pour l'Uruguay, donc ça reste toujours un objectif malgré tout. C'est pour ça que Tavares avait entraîné l'équipe des moins de 23 il y a 6 ans quand c'était à Londres, mais on sait que c'est pas du tout la même chose pour le coup qu'en 1927 et 1928. Très bien, d'accord. Eh ben, écoute, c'est noté. Maintenant, nos auditeurs, nos lecteurs de Lucarne Opposée n'auront plus à poser de questions sur ces 2 étoiles supplémentaires sur le maillot de l'Uruguay. Elles sont méritées, elles sont légitimées. Jérôme Le Signe a parlé. Merci Jérôme Le Signe. Mais c'est l'histoire qui a parlé. Je veux pas insister et être le relou de service. Mais c'est vraiment pour le coup, quand on regarde objectivement, pour tout ce qui était décidé à l'époque, pour tout ce qui avait été organisé à l'époque, c'est vraiment des championnats du monde organisés par la FIFA. Donc après, la FIFA a voulu l'effacer dans les années 50, 60 pour d'autres raisons, parce que les Anglais sont arrivés et que ça ne plaisait pas aux Anglais, que ça remonte aussi loin, parce que ça devait être eux, les dieux, qui avaient tout créé dans le football. Mais voilà, c'est vraiment 4 étoiles pour 4 championnats du monde de football, et c'est ça qu'il faut retenir. Et je crois que tu en étais à ta conclusion, donc je suis désolé d'avoir compris. Et je vous souhaite aussi une très bonne journée. Mais on sent que ça te tient à cœur et que tu avais à cœur d'en remettre une couche pour être bien sûr que c'était compris. Et nous t'avons compris, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.